Bonjour. Bonjour. Alors on reçoit aujourd'hui Pierre, 28 ans, et sa maman. Pierre, qui est addict aux jeux d'argent depuis 2017 et qui va nous parler de son parcours de rétablissement au cours de cette interview. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, Pierre? Bonjour, je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans, je suis addict aux jeux d'argent depuis 2017. Aujourd'hui, je suis en phase d'arrêt. Pour vous donner un ordre d'idée, cela fait 131 jours que j'ai arrêté de jouer. J'ai mis en place un protocole très, très spécifique pour arrêter de jouer, que ma mère pourra confirmer plus tard dans cette interview. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer comment tu as commencé? Eh bien, c'était en 2017, alors je me suis inscrit sur le site Winamax. J'avais fait un dépôt de 100 € sur le compte, mon compte Winamax. Donc j'avais une liste de matchs, aussi bien football, basket, tennis, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que comme tout bon parieur, j'ai fait un pari combiné. J'ai perdu, puis ensuite j'ai laissé tomber, et quelques jours ou quelques semaines après, je crois, je sais plus, j'ai récupéré cette somme grâce au fameux remboursement de l'offre de bienvenue. Donc j'ai reçu de nouveau 100 € que j'ai de nouveau perdu. Et puis ensuite j'ai stoppé net. Et puis quelques mois après, je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance de nouveau, parce que je me suis dit que c'était un bon moyen de trouver, enfin, d'avoir de l'argent facile. Et malheureusement, au contraire, ce n'est pas de l'argent facile. Donc du coup, ce que j'ai fait, je me suis inscrit sur d'autres sites encore, Unibet. Je n'ai plus les sites en tête, hein. La preuve, je les ai tous oubliés. Et pareil, je me suis inscrit sur ces sites-là, j'ai parié. J'ai perdu des sommes au départ, de petites sommes, 10 €, des 20 €. Et puis après, les choses ont commencé à s'accélérer de plus en plus, parce que je jouais, au départ, je jouais en ligne, et puis après, je me suis dirigé vers les jeux, les paris sportifs, mais au bureau de tabac. Et là, donc je jouais à la fois en espèces, mais à la fois aussi en ligne. J'ai perdu des sommes plutôt conséquentes à ce moment-là. Tu travaillais à l'époque? Non, j'étais inscrit, je passais à l'époque mon bac, parce que je ne l'avais pas obtenu comme tout le monde à l'âge de 17 ans, 18 ans. Je l'ai obtenu durant l'année 2017-2018. Et c'est durant cette année-là où j'ai développé mon addiction. Mais comment tu trouvais l'argent? Eh bien, C'est de l'argent de poche. des fois c'était de l'argent de poche, mais des fois je demandais à ma mère ou à ma soeur de me passer un peu d'argent, de me faire des petits virements, et puis voilà. Tout passait dans le jeu? Pratiquement, oui, pratiquement. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait faire quelque chose et qu'il y avait un souci? Alors c'est entre 2018 et 2019, j'ai commencé à me poser des questions, parce que je commençais un peu à faire mes calculs par rapport à toutes mes pertes dans un restaurant fast-food. Durant 5 mois, j'avais un petit contrat
de quelques heures et donc je gagnais environ 400 € par mois. Et ces 400 € par mois, ils passaient automatiquement dans les jeux. Donc je ne participais même pas aux frais de la famille. Je n'aidais pas ma mère ni ma sœur à faire les courses, même sortir pour aller boire un verre et tout. Non, tout mon argent passait dans les jeux. Et j'ai commencé à me poser des questions, me dire mais il y a un problème quelque part. Et puis... Quand est-ce que tu as décidé de te faire accompagner? Oh, Entre le moment où tu as pris conscience de tes difficultés et le moment où tu as décidé de te faire prendre en charge pour cette addiction au jeu? Là, ça a été entre l'année 2019 et 2020, quand je suis entré à la fac. À la fac, je continuais à jouer et il y a eu ce fameux matin où je vais aller en cours où j'avais lancé un pari de 200 € sur un match de hockey. On peut se moquer de moi hein, parce que qu'est-ce que je connais au hockey, je ne sais pas. Et pourtant, je me suis quand même lancé là-dedans. J'ai perdu 200 €. Donc la journée avait très mal commencé, c'était 8h30 du matin. Et j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit que j'étais... Donc la journée avait très mal commencé, c'était 8h30 du matin. Et j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit que j'étais dans une très mauvaise posture. Et je lui ai demandé de venir avec moi, je lui ai demandé de me rejoindre chez mon psychiatre afin qu'on puisse en discuter. Et donc du coup, tu as appelé ta sœur du coup pour lui dire que tu avais perdu cette somme-là? Oui, et on en a discuté. Bon, à ce moment-là, elle ne voulait plus rester en France, donc elle est partie. Donc je me suis retrouvé seul avec ma mère. Et à la fac, je percevais une petite bourse. J'étais, si je ne me trompe pas, j'étais échelon 1. Donc je gagnais environ 100 € de bourse environ. Et puis ces 100 €, ils partaient chaque mois dans les jeux. Donc même quand tu as perdu ces 200 € sur un match de hockey, tu as continué en dépit de tout ça. Et à quel moment tu as décidé de te faire suivre et quelle démarche tu as entrepris? Eh bien, j'ai commencé à réellement en parler et j'ai commencé vraiment à en parler vers 2019. Durant l'année où mon père est décédé, j'ai commencé à faire une petite recherche. À qui tu en as parlé? À mon psychiatre. Je me suis inscrit sur le site Info Service, je ne sais plus comment s'appelle ce site. Où j'ai raconté mon histoire, comme tout le monde. J'ai cherché des solutions. Alors, la toute première solution que j'ai essayé et que j'ai mis en place, c'est que je me suis fait interdire auprès de la police des jeux. Donc je me suis rendu dans leurs locaux avec mes pièce d'identité sur cette fameuse liste. Qu'est-ce qu'elle permet de faire, l'inscription sur cette liste? Eh bien, elle permet en fait de ne pas pouvoir s'inscrire sur les sites de jeux en ligne, aussi bien casino que paris sportifs. Donc à ce moment-là, il ne me restait plus que le tabac. Mais malheureusement, je ne suis pas bête et je me suis tourné vers les sites hors Argel, c'est-à-dire des sites de jeux en ligne, mais hors France, hein,
où là, tout est permis et où la fameuse exclusion n'existe pas. Très bien. Et je me suis rendu sur un site assez connu, c'est un site russe, hein, où j'ai beaucoup joué, j'ai dépensé des sommes folles. Et puis j'ai essayé plusieurs fois d'arrêter, j'ai changé de carte bleue je ne sais combien de fois, j'ai demandé à ce qu'on me ferme mon compte je ne sais combien de fois. Ça a été un parcours du combattant. Et puis, ce n'est que tout récemment, fin 2021, début 2022, que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, Pierre, il faut que tu fasses quelque chose. Et j'ai demandé à ma mère d'avoir le contrôle total sur mon compte. Alors, cela a engendré plusieurs choses. Il a fallu changer de numéro de téléphone, faire opposition sur mon ancienne carte, changer de carte bancaire, changer le code d'accès à mon compte. Et grâce à ces petits verrous, je ne peux maintenant qu'utiliser ma carte que pour faire des retraits ou des paiements dans des terminaux comme les tabacs ou bien supermarchés. Mais je ne peux en aucun cas utiliser ma carte bancaire sur Internet sans passer par le code SMS que l'on reçoit lorsqu'on veut faire un achat sur Internet. Et cela, si je veux le faire ma mère le verrait automatiquement. Donc c'est un dispositif qui intégrait ta maman, Sophie. Exactement. Et je l'ai... il a plutôt bien fonctionné parce qu'aujourd'hui, ça fait 130 jours, enfin, non, 131 jours. D'accord. Je compte chaque jour. Et il y a d'autres choses que tu as mises en place, un accompagnement? Oui, je suis accompagné, je suis suivi par une psychologue avec qui je discute de mon addiction, aussi bien de mon addiction que de ma maladie, parce que à côté de mon addiction au jeu d'argent, je suis aussi atteint d'une maladie qui malheureusement ne peut pas être guérie, mais juste soignée, qui est la schizophrénie. Donc, heureusement pour moi, le traitement que je suis actuellement, il est fini. Donc, heureusement pour moi, le traitement que je suis actuellement, il est très très efficace. Pour preuve, je me suis inscrit sur un site de formation, où je suis une formation pour devenir informaticien. Et, tu as repris tes études en fait, que tu avais interrompu après le bac? Exactement. Je dois dire que c'est une bonne chose parce que j'ai commencé en février et aujourd'hui j'ai terminé tout mon parcours théorique, il ne me reste plus que gagner. J'ai failli laisser tomber à de très nombreuses reprises, mais j'ai tenu bon, je me suis accroché et voilà où j'en suis en ce moment. Je suis une autre personne, et comme le dit ma mère, je suis un tout autre Pierre et je renais. Et je renais de mes cendres, tout
tout va pour le mieux. Super. Bah alors, Sophie, est-ce que vous pouvez nous expliquer du coup comment vous avez pris conscience de l'addiction au jeu d'argent de Pierre? J'ai eu du mal parce que comme Pierre l'a dit, ça a commencé en 2017. À ce moment-là, mon mari était encore vivant, on se débrouillait. J'imagine que ça se passait surtout entre mon fils et ma fille, parce que moi je ne me souviens pas d'avoir donné de l'argent pour aller jouer, hein, mon genre. Et donc il a dû bénéficier d'une belle cohésion entre frères et sœurs, on va dire, dans mon dos, enfin dans notre dos, mon mari et moi. Et donc en fait, j'ai su les choses quand même un peu tard, et à ce moment-là, ma fille était déjà partie. Et puis on a été confrontés à des problèmes de plus en plus violents parce que ce qu'il n'a pas dit, c'est que cette addiction, comment dirais-je, alors on ne l'avait pas provoqué. Il se trouve qu'il n'était déjà pas bien dans sa peau. Donc cette addiction au jeu en fait ne faisait que s'ajouter à déjà d'autres soucis comportementaux qui se manifestaient par de l'impolitesse, par de l'agressivité, peu de confiance dans ma parole. Ça engendrait des conflits, des fois absurdes, idiots, pour des rien. Et ça n'a fait que monter en puissance lorsque le décès de son papa est survenu. Bien sûr, ça n'a pas arrangé les choses, ni pour lui, ni pour moi. Moi, j'avais absolument tout perdu. Et lui, il perdait un père avec lequel il n'avait pas fait la paix, il n'avait pas pu s'expliquer, il n'avait pas pu... Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, nous sommes tous les deux partis un peu dans un ailleurs un peu différent. Et Pierre m'a envoyé, j'en suis rendu compte assez tard en fait, des signaux, de nombreux signaux en fait, où il demandait de l'aide, il indiquait qu'il n'était pas bien, qu'il était malade. Pas en termes d'addiction, mais pour ses troubles. Il n'avait pas été diagnostiqué à ce moment-là. Disons qu'on tournait autour du pot. Il avait été suivi par un médecin, un psychiatre qui s'approchait, hein, qui était là tout près du bon diagnostic. Ensuite, il a été légèrement rectifié, mais voilà, on en était là. Et moi, cette maladie, quand on a déjà connaissance du genre de trouble psychiatrique, le fait de sentir son fils en approche, ou bien qu'il essaye de lui dire « mais voilà maman, on tourne autour de ça, on ne veut pas l'entendre ». J'ai dû faire un nez. Oh non, je ne sais plus comment j'ai fait, parce que c'était une période tellement sombre, tellement affreuse. Moi, je pouvais partir vraiment. Vraiment, je n'en pouvais plus. Il était absolument invivable, insupportable. Donc, passons sur la période à la fois le décès de son père, le Covid, où il a patrouillé un peu chez une cousine, il a été absent. D'ailleurs, ça a été très bien, parce qu'il valait mieux qu'on soit séparés. C'est sa cousine qui a morflé avec lui. C'est sa cousine qui a morflé avec lui. Moi, j'étais seule, heureusement pour moi. Et puis ensuite, il y a eu le passage où il est parti à l'AFPA, suivre
même genre de formation d'ailleurs, et ça n'a pas marché. Et c'est là qu'ensuite, et après un moment vraiment de trouble total, qui a confirmé d'ailleurs les craintes que j'avais en le voyant partir en Île-de-France, je sentais bien qu'il n'était pas prêt à partir si loin, parce que je savais qu'il serait seul, je savais qu'il faudrait qu'il se fasse à manger seul, je savais qu'il allait se retrouver dans une chambre universitaire, de type universitaire, c'est-à-dire petite, etc. Mais enfin, j'ai pris des risques. Et puis malheureusement, c'est tombé. Donc en fait, il y a eu un trou noir de presque 2 ans et demi. Et quand il est enfin revenu, on peut dire presque d'entre les morts, en fin juin 2021, il revenait non pas guéri, parce qu'il avait chopé encore d'autres problèmes physiques, mais enfin il était heureux d'être venu quand même près de la maison, et on a embrayé vers un été formidable puisque sa sœur était là, et doucement, il est revenu à la vie, et il a bénéficié d'un protocole médicamenteux absolument formidable, en fait constater vraiment les bénéfices qu'au long cours. C'est-à-dire que entre fin juin 2021 et janvier 2022, il y a eu de ci, de là, peut-être des petites bêtises, des petites erreurs. Il n'empêche que déjà, son comportement avait changé, ma qualité de vie avait changé, et véritablement, c'est 2022, on va dire les 2 premiers mois 2022, où il a commencé à parler de cette idée. Et je pense que cette idée, elle devait lui trotter dans la tête depuis un moment, parce que, étant donné la façon dont il en a parlé, on aurait dit que cette idée était comme Athéna, elle était née armée, elle était toute prête, donc elle avait dû nourrir, mais il avait dû reculer. Quelle idée? Cette idée, c'est-à-dire non pas de changer de numéro, mais de prendre un téléphone avec une carte SIM dédiée à ce téléphone, qui servirait de hub, qui servirait on va dire, de passerelle entre mon téléphone et ce téléphone qui gérerait sa carte bancaire. Là, évidemment, changement de carte bancaire, etc. Demande un nouveau petit forfait pour avoir un nouveau numéro, installation de mot de passe sur le téléphone, enfin tout un protocole pour verrouiller ce téléphone. Et en effet, l'argent qu'il perçoit, son allocation, passe sur ce téléphone. On discute combien je te laisse, combien je ne te laisse pas. Je bascule, on va dire, 90%, quand c'est pas 95% de la somme sur mon compte, que ensuite je bascule sur le compte épargne, qui en fait est devenu le sien, dans les faits. Et avec cet argent, on paye sa formation, c'est lui qui se la paye. Hein. Et il s'est constitué, au fil des mois, une épargne telle qu'il a pu acheter du matériel informatique, qu'il a pu s'acheter son billet d'avion, puisqu'il partira à l'étranger. C'est grâce à ce protocole et à cette confiance mutuelle que l'argent était là, etc., qu'il a pu en disposer, notamment quand il y a des besoins.
je sais pas, bon, là, il a dû acheter un nouveau disque dur externe, machin, allez hop, on bascule, on fait les choses, il achète, etc. En aucun cas, moi j'ai trop le sens de la propriété, hein. Je l'ai viscéralement chevillé au corps pour empiéter sur la propriété des autres. D'accord? Donc, c'est son bien, c'est son bien, c'est son bien. Donc, il balance cette idée vers mars. Et en fait, elle n'est mise en branle peut-être qu'un mois et demi après. Parce qu'il a fallu qu'il trouve la force en lui pour se brider. Et donc il y a eu un passage de je ne sais plus, un ou deux mois entre le moment où il a vraiment cette idée. Et moi j'avais regardé, je me disais, mais bien, mais alors là tu te rends compte que là si tu fais ça, là t'es coincé. Hein. Donc tu réfléchis, etc. Je sentais bien qu'avec lui, il fallait y aller doucement. Et après, toutes les bêtises aussi que j'ai pu faire, parce que j'en ai fait aussi, je connais des erreurs, il a bien fallu que je fasse mon résultat, hein, quand même. Hein. Et donc là, il n'était pas question de le brusquer, et donc, comme un petit enfant, voilà, je me disais, attention, c'est ta décision, il faut que tu sois clair. L'accompagner dans sa décision. Voilà, etc. Et à un moment donné, il s'est dit, on y va. Quel a été l'apport de l'accompagnement avec la psychologue qui te suivait sur la question de l'addiction au jeu d'argent? Eh bien... Ça t'a aidé dans la mise en place de ces solutions? C'est tombé presque concomitamment. Moi, il était suivi par un autre addicteur, un autre psy. Et c'est drôle, hein, parce que ça peut là quand il a vu sa nouvelle psychologue, eh bien, peut-être 15 jours après, même pas un mois après, il mettait en place le protocole. Donc en fait, elle est arrivée, cette personne est arrivée pile poil au moment où il faisait son saut. En mars, donc, 2022. Ah, ça s'est joué à un mois ou un mois après, je n'ai plus en tête parce que... C'est mars-avril, c'est voilà, 2022. Exactement. Ça s'est joué comme ça. Donc cette personne a été témoin d'une prise de décision capitale. C'est presque du jamais vu, puisqu'il se bridait lui-même. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que ça a quand même été tout un cheminement et que l'essentiel de la solution finalement est des ressources. Tu les as trouvées quand même en toi et que tu t'es appuyé à un moment donné de façon constructive sur l'environnement familial et ta maman en particulier pour mettre en place tes propres solutions et voire même aller chercher l'accompagnement psychologique dont tu avais besoin pour mettre en place et mettre en œuvre tes décisions. Exactement. Comment tu te situes par rapport à cette addiction aujourd'hui? Je me sens très bien. Pas trop de frustration d'avoir arrêté de jouer? Non. Pour preuve, quand je suis allé au stade Vélodrome pour suivre la finale entre La Rochelle et Leicester, c'est un match de rugby. Eh bien, j'étais au stade et c'était presque l'extase parce que je voyais, bon, je me rends pas souvent dans un stade pour aller voir un match, mais cette fois-ci je suis allé et je n'ai pas pensé une seule seconde au pari en me disant il faut que je parie sur les essais, il faut que je parie sur la demi-mêlée, parce que sur le site russe en question, on peut parier sur tout et n'importe quoi. Hein. Mais en tout cas, j'ai eu ces impressions de vouloir jouer et maintenant, enfin, même comme des fois il y a des matchs de rugby ou de football qui passent à la télévision,
à aucun moment il me vient à l'esprit de jouer. Donc, j'ai pu regarder par exemple un peu Roland Garros, et tout naturellement je regardais le match comme je le faisais auparavant avec ma sœur, avec mon père. On se posait sur le canapé, on regardait le match sans penser au pari. Sans penser au pari. Et tu as des envies parfois quand même soudaines, et comment tu arrives à les gérer? Voilà, par moment. Alors oui, il m'arrive parfois de déprimer, oui. Je peux le dire, des fois, quand je suis dans des phases down, ça peut, oh, ça va te rapporter quoi? Après tu vas perdre, après tu vas de nouveau dire, retrouve à la case départ, et de nouveau, va falloir relancer le compteur. Et donc je me dis, non, ça ne sert à rien. Je joue avec le feu, hein, des fois. Je me rends souvent même tabac. Je bois mon petit coca ou bien mon petit sirop de grenadine. Je fume une cigarette, je vois des passants. Je discute avec des gens sur tout et n'importe quel sujet. Aussi, ça peut être de la politique, ça peut être du sport, ça peut être de l'économie. Je suis né avec le jeu, et pourtant cela ne m'intéresse pas. Je contrôle ça. Et si je dois dire quelle est ma plus grande force, c'est que là, ça fonctionne bien. Et comme je l'ai dit à ma mère hier, elle m'a répété tout à l'heure, avant cette interview, c'est que le jour où je ne compterai plus les jours d'abstinence, et bien ce jour-là, ça voudra dire que je serai guéri. Pour l'instant, je continue à compter, bon, c'est naturel. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui connaissent et subissent une addiction au jeu d'argent? Alors, au vu de ton parcours? Eh bien, je dirais qu'en premier lieu, il faudrait que ces personnes aient dans leur entourage une personne extrêmement fiable, mais une personne en qui ils peuvent avoir une confiance aveugle, car surtout une personne en qui ils peuvent avoir confiance, avec qui ils peuvent discuter sans être jugés, car l'addiction de l'argent, c'est une maladie comme une autre, hein. C'est comme le cannabis, c'est comme l'addiction à quoi? L'addiction médoc, on ne peut pas comparer avec l'addiction médoc, on ne peut pas comparer avec d'autres addictions comme l'addiction plus dure, comme la cocaïne, etc. Parce que celles-là, elles entraînent une dépendance physique, alors que le jeu, c'est juste une dépendance psychologique. C'est totalement différent. Et surtout, trouver un terrain d'entente pour gérer l'argent. Parce que ce n'est pas le protocole que j'ai mis en place n'est pas forcément adapté à tout le monde. Il peut être adapté par exemple à une mère qui a un enfant qui a je ne sais pas, je tiens une bêtise, qui a 15, 16 ans ou 17 ans et qui joue au Paris. Dans ce cas de figure, cette maman, oui, elle pourrait contrôler ce que fait son fils. Mais une personne, par exemple, qui est toute seule, qui vit seule, ou par exemple une personne qui est en couple, là, c'est différent. C'est à chacun de trouver sa solution, c'est ça que mais tu veux dire? c'est une solution.
pour vous donner un exemple, j'ai un ami qui habite au Canada, et celui-ci dépense beaucoup d'argent dans les paris. Il est malheureusement pour lui très endetté. Il a une femme, il a un enfant. Mais je lui donne des conseils, je m'efforce je m'efforce de lui dire il faut que tu arrêtes parce que tu vas perdre toute ta famille si tu continues comme ça. Malheureusement pour lui, c'est difficile. Depuis qu'il a 16 ans, aujourd'hui il a la petite trentaine. Et le fait de lui dire écoute, moi j'ai mis ça en place, tu dois essayer ça avec ta femme et tout, il me dit oui, je vais essayer. Sauf que 4 jours après, quand je le contacte, il me dit ouais, non, j'ai de nouveau craqué et tout. Mais la plupart en souffrent, tu penses? Ah, comme toute addiction, peu importe laquelle, la famille en souffre. Aussi bien les parents que les frères et sœurs. Tout le monde trinque. Et il faut. En fait, je crois qu'il faut arriver à un stade où. Je crois qu'en fait, pour qu'une personne puisse prendre vraiment conscience de son problème, il faut qu'elle atteigne vraiment le fond, le vrai fond. Personnellement, le mien, je l'ai vu arriver et je l'ai senti quand j'ai fait le calcul de toutes les pertes depuis que j'ai commencé à jouer, et cela se chiffre entre 8 et 10 000 euros. Alors, j'ai fait un emprunt. J'avais fait un emprunt à une époque, un emprunt bancaire, mais qui a été remboursé depuis quelques années, bien sûr. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai fait tout le calcul, parce que j'ai quelques années, bien sûr, et quand j'ai vu ça, quand j'ai fait tout le calcul, parce que j'ai quelques bases, je suis plutôt bon en mathématiques, hein. J'ai fait tout le calcul et ça m'a fait froid dans le dos. C'est là que tu as réalisé. Et c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait trouver une parade pour arrêter. Et aujourd'hui, je dois dire que je suis soulagé. Sophie, quand vous avez eu connaissance de son addiction, comment vous avez réagi et comment vous avez accompagné votre fils ou quelles mesures vous avez prises pour préserver la famille, pour préserver Pierre? Pour moi, les addictions, déjà, de ce type, hein, c'est vraiment. C'est très compliqué pour moi. Ça me révulse. C'est viscéral. Je pense que. Moi j'ai été paniquée. Contrairement à Pierre, moi je suis une littéraire, une pure littéraire. Donc dans les calculs, je contacte mes feuilles pas. Mais par contre, les choses bancaires, je les comprends au cordon. Mon père savait très bien gérer, le père de Pierre travaillait au service informatique dans une grande banque, donc les choses d'argent, ça allait très bien faire, et donc je pesais dans le cyberespace, mais l'argent, c'est l'argent.
Donc ça a été une source de panique et de honte. Les dettes, avoir des dettes à mes yeux, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Donc il a fallu rembourser, faire protocole, et puis ça a été non, ça fait un moment que c'est fini, ça. Et comment était votre relation tous les deux? Et c'était horrible. Moi, je lui ai souvent dit que si ça n'avait pas été mon fils, le genre de comportement qu'il avait aurait fait qu'il n'aurait jamais pénétré chez moi. C'est le genre il avait le genre de comportement d'un cas social. C'est simple. Ça a duré combien de temps cette phase difficile? Ça a duré à la colère. Ça a duré. Hein, c'est parce que bien avant l'addiction, de toute façon, il y avait son comportement qui était de toute façon problématique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, je dirais, la personne que vous voyez devant vous est réellement née. C'est même pas une renaissance. Son père ne l'a jamais connu comme ça. C'est-à-dire il commence à être enfin la personne qu'il n'aurait jamais, qu'il aurait dû être depuis le début. Mais comme il a passé son temps à porter des masques et à jouer les cas sociaux et les wesh pour faire mode je sais pas quoi, alors qu'en réalité à la maison on était plutôt Mozart, Verdi et jazz et les Doors, vous comprenez bien que nous on était comme ça, hein, quoi. On se demandait mais ça veut dire quoi? Et il y a eu un déclic par rapport à cette addiction, n'a fait que s'ajouter, ces problèmes psychiatriques n'ont été que rajoutés, mais en réalité il y avait déjà des problèmes avant. Donc le travail qu'il a fourni en un an, et particulièrement depuis ces 6 derniers mois, sont absolument depuis depuis février, depuis janvier 2022. Ça a une portée, à mes yeux, qui est énormissime, qui va bien au-delà du problème de l'addiction au jeu en général. Que ce soit les paris casinos ou bien que l'on joue un petit grattage, c'est la même chose. C'est une question de moyens, c'est tout. Donc, c'est une naissance. Et je dirais qu'il est en train véritablement de prendre conscience de lui-même, d'acquérir enfin un peu d'amour-propre, hein, de comprendre enfin ce que le mot dignité veut dire, parce que c'est un mot que quand je le prononçais, c'était vraiment, ah là là, ça provoquait des tremblements de terre, hein. Donc, ce protocole est véritablement formidable. On ne va pas revenir là-dessus, mais il est vraiment au cordeau, parfait. Mais le travail qu'il a fait sur lui-même, sans même qu'il s'en rende compte, un peu parce qu'il est accompagné et que moi j'étais plus à l'écoute. Hein, c'est le feedback, hein, et c'est vrai que après ça forme un cercle vertueux. Mieux on est, mieux l'autre se sent, et plus il a envie de changer, et puis et ainsi de suite. Voilà. Mais en réalité, les progrès se sont produits tous azimuts, dans tous les domaines. Donc, lui, il s'épanouit, il voit enfin la vie. Et moi, il me tire vers le haut, parce que moi j'avais qu'une aspiration, c'était de rejoindre mon mari, hein. Tellement j'en avais plus cassé, et de lui et de tout. Hein. C'était un enfer qui me faisait vivre, c'était pas une vie. Moi, la vie comme ça, pour moi, c'est pas vivre, hein, c'est ailleurs. Hein. Donc en fait, il m'entraîne maintenant dans la vie. L'enfer qui me faisait vivre, c'était pas une vie. Moi, la vie comme ça, pour moi, c'est pas vivre, hein, c'est ailleurs. Hein. Donc en fait, il m'entraîne maintenant dans la vie. Et du coup, ma vie commence à peser, à être utile. Donc, c'est un chemin à deux,
un peu étrange, mais les efforts qu'il a fournis sont énormes. Et je pense qu'il a eu, à un moment donné, enfin, eu envie de vivre. Et d'être enfin l'enfant, notre enfant, même si son père n'est plus là, enfin notre enfant. Et d'être enfin celui de notre famille, avec nos valeurs, avec notre background. Et maintenant, il accepte enfin d'être ton héritage familial. Il a eu un père formidable, hein, un homme honorable. Et je lui dis, tu portes un nom honorable. Donc, c'est important. Et donc, sa décision, sa façon de participer, cette belle cohésion, cette participation aussi à son traitement médicamenteux, en fait, on ne peut pas scinder tout ça. En fait, ça forme un tout, et lui, il est au centre. Mais quand vous demandez s'il est possible que d'autres, etc., ça suppose que la personne, fondamentalement, viscéralement, veuille s'en sortir. Et moi, je peux vous affirmer d'une chose, puisque ma mère était addicte à autre chose, je n'ai jamais été une raison suffisante, moi, sa fille, pour qu'elle s'en sorte. Donc moi, je suis loin des clichés, hein, mais je sais que je sais d'où il revient. Et vous, vous êtes fait accompagner ou aider dans votre rôle d'aidant? Eh bien, écoutez... vous vous êtes informé? Pas tant que ça. C'est à l'instinct que vous avez vécu cet accompagnement. J'ai bénéficié de contacts téléphoniques, parce qu'en plus, il y a eu, après, il y a eu le Covid qui a duré des ans, vous ne voyez pas. Alors, qui me téléphonait de l'étranger, qui de la zone PACA, bon, bref. Donc, il y a eu des liens téléphoniques qui m'ont maintenu, mais il y a eu des amis qui ont eu peur pour moi, parce que vous voyez, mais je ne pouvais plus. Ce gosse partait à volo. Vous êtes fière de lui? Je suis extrêmement fière de lui, et plus qu'il ne pense. Je vous dis, ma mère a été addicte gravement, et un enfant se dit, mais je devrais être une raison suffisante, et ben non. Donc lui, il ne l'a pas fait pour moi, et il l'a fait pour lui. Et c'est comme ça que ça doit marcher. Qu'après les proches en bénéficient par rayonnement, hein, qu'après ça rayonne dans le milieu professionnel, amical, tant mieux. Mais d'abord c'est pour soi. Donc maintenant, il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il s'aime. Et vous, vous êtes fiers de vous? Oui, très fier. Super. Merci beaucoup. Pas de problème. Pierre et Sophie.